Ce ne sont pas des touristes, encore moins des casques bleus 700 commandos nord-coréens bardés d'armement et l'œil acéré ont débarqué au Burkina Faso. Leur mission: assurer la sécurité d'Ibrahim Traoré, et pas question ici d'aide humanitaire. Mais alors pourquoi donc un régime aussi fermé qu'un coffre-fort en pleine mer se mêlerait-il soudainement d'un conflit africain? Et surtout, pourquoi maintenant sur une terre où les interventions armées ont plutôt l'habitude de s'habiller aux couleurs de l'OTAN ou du drapeau français? Voir des bottes venues de Pyongyang fouler la poussière burkinabé aurait relevé de la science-fiction. Et pourtant, l'irréalisable a pris cher. Le gouvernement de Ouagadougou l'a confirmé sans détour, ces 700 soldats d'élite ne sont ni observateurs curieux, ni formateurs bienveillants, encore moins bénévoles d'ONG. Ce sont des combattants aguerris venus prendre position dans une opération musclée de sécurisation. Leur feuille de route: protéger le capitaine Traoré, raffermir une autorité qui vacille et restaurer un semblant d'ordre après une série de tentatives de putsch et d'assassinats manqués. Depuis des années, chacun s'est accoutumé à voir Moscou jouer les acteurs indispensables sur le continent africain, surtout depuis que les troupes associées au groupe Wagner ont progressivement pris la place de l'armée française au Mali ou en Centrafrique. Mais l'arrivée de la Corée du Nord dans ce théâtre-là, c'était l'inédit total, un événement qu'aucun manuel d'histoire n'aurait osé anticiper. Et le plus surprenant, c'est que Pyongyang n'a même pas tenté de brouiller les pistes silence radio sur les démentis confirmations assumées. Les chaînes publiques, aussi bien au Burkina Faso qu'en Corée du Nord, ont validé l'information sans détour. Selon les responsables, cette opération tourne autour de 3 axes: assurer la protection de Traoré et des figures majeures de la transition contre toute forme d'hostilité intérieure ou extérieure. Verrouiller les installations essentielles du pays: base militaire, aéroports, bâtiments officiels, sites aurifères, centres vitaux de communication. Et enfin transmettre aux forces burkinabées les méthodes que Pyongyang perfectionne depuis des générations: guerre de l'ombre, garde rapprochée, surveillance avancée, infiltration stratégique, détection et neutralisation des tentatives de putsch. Rien n'a été laissé au hasard. L'entrée en scène des forces nord-coréennes n'a rien du coup de tête précipité, mais tout du balai millimétré. Ce déploiement a été le fruit de tractations diplomatiques silencieuses, menées avec la rigueur d'un métronome militaire. D'après plusieurs sources proches du dossier des exercices conjoints, avaient déjà eu lieu dans l'ombre des bases, avaient été préparés bien avant que le grand public n'ait vent de quoi que ce soit, et les principaux hauts gradés burkinabés étaient dans la confidence depuis longtemps. On est loin d'une réponse improvisée à une urgence, il s'agissait d'un plan ficelé, calibré, puis activé. Mais qu'est-ce qui a déclenché le compte à rebours? Dans les arcanes du pouvoir à Ouagadougou, certaines voix évoquent une nette intensification des périls visant Traoré. En l'espace de 6 mois seulement, les services de renseignement du Burkina, épaulés par leurs homologues russes, auraient neutralisé 2 tentatives sérieuses de renversement, mis la main sur des échanges cryptés entre des officiers félons et des agents étrangers, et fait échouer une offensive armée ciblant un poste de commandement stratégique. Un signal clair limpide, quelqu'un tapis dans l'ombre, œuvre méthodiquement à l'éviction du président. À chaque tentative manquée, les coups montaient d'un cran toujours plus brutaux, toujours plus audacieux. Quand le dernier complot a été déjoué, le Burkina Faso n'a pas attendu la prochaine salve. Dans un silence stratégique, il a fait appel à ses nouveaux partenaires. La Russie était déjà dans le décor actif sur le terrain, mais il fallait plus une force de l'ombre discrète mais tranchante, capable de former une garde rapprochée d'élite et de répondre là où la diplomatie jette l'éponge. C'est à ce moment-là que la Corée du Nord a glissé ses pions sur l'échiquier.
Petite pause pub, chers spectateurs, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos contenus sur l'histoire, l'identité et la culture noire. Revenons-en à notre affaire. Pyongyang n'a pas simplement mis des hommes sur la table. Ce qu'elle a offert, c'est un véritable kit de défense présidentielle communication cryptée, système de contre-espionnage, et manuel d'intervention testé sur terrain sensible, tout cela calibré pour protéger un dirigeant encerclé de toutes parts. Tandis que l'opinion mondiale continue d'associer la Corée du Nord à des tirs de missiles et des provocations nucléaires, on oublie souvent qu'elle détient aussi l'un des appareils de sécurité intérieure les plus rigoureux et perfectionnés de la planète. Le modèle sécuritaire nord-coréen, longtemps cantonné à la péninsule, est désormais en train de s'enraciner au Burkina Faso, discrètement mais méthodiquement. Des commandos d'élite venus de Pyongyang opèrent depuis des emplacements confidentiels près de Ouagadougou et dans le nord du pays, là où la menace djihadiste et les tentatives de déstabilisation interne font rage. Leur présence n'est pas symbolique, ils coopèrent étroitement avec la garde présidentielle pour fusionner leur savoir-faire en matière de contre-insurrection avec les réalités locales. L'objectif est limpide, créer des unités d'intervention d'une loyauté irréprochable, prêtes à réagir à la moindre alerte, capables de filtrer les traîtres avant même qu'ils n'agissent et de sécuriser les points stratégiques avec une rigueur clinique. Ce déploiement marque un tournant historique, c'est la première fois depuis des décennies que la Corée du Nord envoie officiellement des troupes sur le continent africain dans une mission de soutien militaire actif. Et ce n'est pas un hasard si cela se produit, alors que les piliers traditionnels de la sécurité occidentale sont en chute libre, la France a plié bagages, la présence américaine se réduit comme peau de chagrin, et la CEDEAO, autrefois considérée comme garante de la stabilité régionale, perd progressivement la confiance des États, qu'elle était censée protéger. Alors que l'Occident recule, pris dans sa propre cacophonie de discours démocratiques et de promesses creuses de développement d'autres puissances, avance discrètement, mais avec une efficacité redoutable. Les Russes ont ouvert la voie, et les Nord-Coréens n'ont pas tardé à suivre, tandis que les capitales occidentales organisent des sommets remplis de formules pompeuses. Pyongyang, elle a posé le pied au Burkina Faso sans tambour, ni trompette, sans ONG en remorque, sans grandes envolées, sur les droits humains. Juste des hommes en armes, une loyauté sans condition et la capacité d'intervenir avant même qu'une menace ne devienne balle. Et si ce style a choqué, il a aussi séduit. Pas de leçons, pas de conditions, pas de théâtre, juste de l'action. Mais derrière cette entrée fracassante, sous silence, des questions majeures émergent. Pourquoi un État si replié sur lui-même, coupé du monde et étranglé par des sanctions internationales, prendrait-il le risque de se projeter dans une crise africaine que vient chercher la Corée du Nord sur cette terre lointaine, et comment ce geste s'intègre-t-il dans le basculement plus large d'un continent qui peu à peu retire sa confiance à l'Occident, car dès que les Rangers nord-coréennes ont foulé la terre, burkinabé, une interrogation s'est imposée. Qu'est-ce qui pousse un régime aussi verrouillé, opaque et surveillé que Pyongyang à envoyer 700 de ses meilleurs hommes pour protéger un jeune chef militaire dans le Sahel? Ce déploiement n'a rien d'un show médiatique. Pyongyang n'a que faire des projecteurs occidentaux ou des unes tapageuses des journaux. Et encore moins s'agit-il d'une opération de maintien de la paix, ni d'un élan de générosité humanitaire. Ce qui se joue ici est autrement plus froid, plus cynique, mais surtout plus stratégique, une manœuvre dictée par le besoin de survie, la quête d'influence et l'art d'exploiter une brèche géopolitique. Car si l'on gratte la surface, on comprend rapidement ce que la Corée du Nord vient chercher au Burkina Faso,
un terrain d'entraînement grandeur nature. Voilà des décennies que sa doctrine militaire s'entretient dans l'abstrait simulation manuelle, exercice cloisonné, mais très peu de tests en conditions réelles, hors de ses frontières. Et voilà qu'apparaît un terrain instable imprévisible, bouillonnant une terre d'embuscades éclairs, de coups d'État, murmurés dans l'ombre, et de combats urbains qui s'entrelacent aux étendues sauvages. Pour Pyongyang, c'est une aubaine, un champ de bataille vivant loin de l'Asie où elle peut confronter ses doctrines à la réalité brute. En envoyant ses unités d'élite au cœur du chaos burkinabé, elle transforme ce pays en véritable laboratoire tactique, un espace pour tester en temps réel ses dispositifs de surveillance, ses plans d'opération spéciales et aiguiser ses réflexes dans les contextes les plus instables, exactement le type d'environnement qui prépare à défendre coûte que coûte un dirigeant cerné. Ce déploiement va bien au-delà d'une simple démonstration de force ou d'un transfert de compétences, c'est un pacte idéologique, un serment silencieux entre deux visions du monde. Pour Pyongyang, Ibrahim Traoré incarne tout ce que le régime admire, un chef qui ne baisse pas la tête, qui rejette l'emprise impérialiste, se passe des prêts du FMI, tourne le dos aux grands-messes occidentales sur la démocratie et n'envoie pas ses rapports secrets à Paris ou à Washington. Il expulse les soldats étrangers, défie la CEDEAO et refuse de jouer les figurants dans un théâtre écrit ailleurs. Un tel profil, aujourd'hui, est devenu une rareté dans le Sud global, presque une espèce en voie de disparition, ce qui en fait une cible parfaite pour les investissements géopolitiques du régime de Kim Jong-un. En soutenant Traoré, la Corée du Nord ne se contente pas de renforcer un allié, elle plante un drapeau idéologique sur une terre qui glisse lentement mais sûrement hors de l'orbite occidentale. Ce n'est pas qu'un geste de solidarité, c'est une déclaration. Nous restons aux côtés de ceux qui refusent de plier le genou. Et derrière ce message, il y a une stratégie de fond, alors que les puissances traditionnelles perdent pied sur le continent africain. Pyongyang entre discrètement dans le jeu et espère s'y installer pour de bon. Ce déploiement va bien au-delà d'une simple démonstration de force ou d'un transfert de compétences. C'est un pacte idéologique, un serment silencieux entre deux visions du monde. Pour Pyongyang, Ibrahim Traoré incarne tout ce que le régime admire, un chef qui ne baisse pas la tête, qui rejette l'emprise impérialiste, se passe des prêts du FMI, tourne le dos aux grandes-messes occidentales sur la démocratie et n'envoie pas ses rapports secrets à Paris ou à Washington. Il expulse les soldats étrangers, défie la CEDEAO et refuse de jouer les figurants dans un théâtre écrit ailleurs. Un tel profil aujourd'hui est devenu une rareté dans le Sud global, presque une espèce en voie de disparition. Ce qui en fait une cible parfaite pour les investissements géopolitiques du régime de Kim Jong-un. En soutenant Traoré, la Corée du Nord ne se contente pas de renforcer un allié, elle plante un drapeau idéologique sur une terre qui glisse lentement mais sûrement hors de l'orbite occidentale. Ce n'est pas qu'un geste de solidarité, c'est une déclaration « Nous restons aux côtés de ceux qui refusent de plier le genou ». Et derrière ce message, il y a une stratégie de fond, alors que les puissances traditionnelles perdent pied. Sur le continent africain, Pyongyang entre discrètement dans le jeu et espère s'y installer pour de bon. Prenons un instant pour regarder ce que certains qualifieraient de simples gestes, mais qui, à l'échelle géopolitique, dessinent une stratégie d'implantation parfaitement huilée. En 2023, sans tambour ni trompette, la Corée du Nord a rouvert ses ambassades en Guinée-Bissau et en République centrafricaine. Pendant ce temps, ses journaux d'État applaudissaient le Mali et le Niger pour avoir claqué la porte à l'ingérence occidentale. Ces diplomates, eux, tissaient des liens à l'ONU avec les blocs africains non alignés, proposant des solutions de sécurité à bas coût et des partenariats de défense réciproques
à ceux qui en avaient assez d'attendre des miracles de l'Occident. Alors, l'arrivée de 700 soldats à Ouagadougou, rien de spontané, encore moins d'accidentel. Il s'agissait du point culminant d'un scénario élaboré de longue date, une mécanique bien rodée, visant à planter solidement le drapeau nord-coréen dans la dynamique politique du continent. Et ce que Pyongyang engrange, en retour, dépasse de loin le poids de l'or ou de l'uranium. Ce qu'elle récolte, c'est de la légitimité. À chaque fois qu'un dirigeant africain serre la main d'un militaire nord-coréen, c'est un peu plus l'idée d'un isolement total de la Corée du Nord qui s'effrite. Et lorsque des officiers étrangers remercient des formateurs venus de Pyongyang, ils adressent un message sans détour au reste du Sud global. L'Occident n'est plus indispensable, ni pour survivre, ni pour vaincre. Voilà le nouveau visage du soft power nord-coréen silencieux en uniforme et redoutablement efficace. Mais peut-être que le véritable jackpot pour Pyongyang ne se mesure ni en barils ni en minerais. Il se cache dans l'invisible, dans ce que personne ne peut toucher, un espace hors radar. Depuis que le Burkina Faso a claqué la porte à la France et tourné le dos à la CEDEAO, il est devenu un havre sans caméra occidentale. Un sanctuaire militaire dégagé des regards indiscrets de l'oncle Sam. Pas de drone dans le ciel, pas de sanctions à l'horizon, pas de journalistes fouineurs, juste des zones d'ombre où la Corée du Nord peut tester, ajuster, manœuvrer et transmettre librement. Pour un régime constamment traqué depuis l'espace par les yeux numériques de Washington, le sol burkinabé est une aubaine stratégique, un laboratoire sans surveillance, un terrain de jeu sécurisé, un théâtre d'expérimentation où l'Amérique reste muette. Et pendant que Pyongyang s'entraîne, c'est Traoré qui en sort gagnant. Il obtient ce qu'aucune armée étrangère ne lui avait garanti jusqu'ici, la survie. Désormais, toute tentative visant à l'éliminer ne se heurte plus à un capitaine isolé, mais à une muraille discrète et impitoyable. Une alliance qui ne parlemente pas, ne tremble pas et n'attend pas de feu vert diplomatique pour riposter. Le message est clair, toucher Traoré, c'est allumer une mèche que personne ne pourra souffler. Oui, la Corée du Nord a bel et bien posé le pied sur un continent où depuis des décennies, elle n'avait laissé qu'une empreinte fantomatique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'était ni un pari hasardeux, ni une exploration exotique. C'était une percée méthodique, une opération chirurgicale dans l'unique zone du globe où les cartes du pouvoir mondial sont encore en train d'être redistribuées et où la partie ne fait que commencer. Quand les Rangers nord-coréennes ont touché le sol burkinabé, ce n'était pas pour monter la garde devant des portails ou faire le tour des palais en silence. C'était pour prêter main forte à la renaissance d'un système de défense enraciné conçu pour repousser l'infiltration, briser les sabotages et déjouer les trahisons. Ce que beaucoup n'ont pas encore saisi, c'est que leur présence n'est pas un aboutissement, mais une mise en bouche. L'arrivée de ces forces spéciales n'est pas la réponse, c'est l'ouverture. Car un homme comme Traoré, encerclé à la fois par des ennemis venus de l'extérieur et par des menaces tapies à l'intérieur, ne peut se contenter d'une simple alliance étrangère. On ne confond pas protection et pouvoir. Et survivre en soi n'est qu'un sursis, si l'on ne refonde pas de fond en comble la machine qui a permis à la vulnérabilité de s'installer. C'est bien ce chantier-là monumental et silencieux qui est en train de se dérouler dans les coulisses du Burkina Faso. L'arrivée des commandos nord-coréens n'a pas seulement renforcé les défenses, elle a déclenché un remodelage en profondeur de tout l'appareil militaire et du renseignement à une échelle encore jamais vue dans l'histoire du pays. Traoré ne se contente pas de colmater les fissures d'un système vétuste, il en redessine l'ossature brique par brique. Il connaît les causes de l'effondrement d'hier, des rangs militaires éclatés, des fidélités tirées à U et à Dia, des hiérarchies dépendantes de puissances extérieures et des services de renseignement plus doués pour fuir que pour prévenir.
Fort de cette prise de conscience, un nouveau schéma se met en place, bâti sur une loyauté enracinée, une stratégie souveraine et une vigilance constante. Le processus s'opère sans éclat, mais avec précision. Les postes névralgiques ont été redistribués avec soin, certains officiers écartés, avec élégance, d'autres repositionnés. Ce n'est pas une purge spectaculaire, c'est une opération chirurgicale, menée à la lame fine, pour extraire les éléments défaillants. Et dans cette mécanique discrète, on devine la main de Pyongyang Diagnostics, anti-infiltration, grille, d'évaluation de loyauté. Rien n'a été laissé au hasard. L'objectif était limpide, purger les cercles du pouvoir de toute allégeance dissimulée aux agendas étrangers. Une fois cette première ligne sécurisée, le chantier s'est poursuivi du côté de la garde présidentielle, laquelle a été métamorphosée en bien plus qu'un simple cordon de sécurité. Désormais, elle incarne un noyau de réponse tactique, verrouillage immédiat de l'appareil d'État en cas de crise communication chiffrée, en mouvement détection préventive, des éléments subversifs infiltrés. Mais cette mutation ne s'est pas faite avec des exercices classiques, à la caserne, elle s'est inspirée directement du modèle nord-coréen, celui des unités d'élite formées dans le secret, immergées dans une idéologie de fer et disciplinées jusqu'à l'obsession. Vient ensuite l'axe névralgique, le renseignement intérieur. Autrefois, ce service n'était guère plus qu'un prolongement des chancelleries étrangères, rapports édulcorés, triés sur le volet ou transmis sous silence via des relais douteux. Cette époque est révolue. Depuis l'arrivée de Traoré, une refonte complète est en cours, un système de veille nationale réinventé, non pas pour renseigner des ambassades, mais pour défendre la souveraineté de l'État, étouffer les coups d'État en gestation et neutraliser les saboteurs avant qu'ils n'appuient sur la gâchette. C'est avec une franchise rare qu'un haut gradé ayant requis l'anonymat a décrit le virage en cours. Autrefois, on scrutait le terrain pour alimenter des puissances étrangères. Désormais, c'est pour notre propre survie que l'on garde les yeux ouverts. Ce renversement de paradigme est au cœur de la nouvelle doctrine, traquer la loyauté jusqu'au moindre recoin, détecter les infiltrations invisibles et désamorcer les complots avant qu'ils ne prennent forme. Les agents ne sont plus seulement formés à manier les armes, mais à réfléchir comme ceux qu'ils doivent, neutraliser analystes, conspirateurs, saboteurs. La balle ne doit plus avoir à quitter le canon. La menace, elle doit mourir à l'étape de l'intention. Et cette réforme ne s'arrête pas au couloir de Ouagadougou. Dans les provinces clés, là où les rébellions trouvent souvent un terreau fertile, un système parallèle de sécurité est en train d'émerger. Des canaux de communication directs sans filtre ni délai relient désormais la présidence aux officiers de terrain, coupant court aux chaînes bureaucratiques, jadis parasitées par des intérêts extérieurs qui savaient si bien les ralentir les fossés ou les neutraliser. Le système mis en place repose désormais sur une architecture à deux visages, l'un public soigneusement affiché, l'autre dissimulé derrière des couches d'opacité stratégique, directement inspirées des rouages nord-coréens. Là-bas comme ici, les structures officielles ne sont qu'une façade, tandis que le vrai pouvoir circule à travers des fidélités personnelles et une discipline d'acier. Traoré ne cherche pas à copier Kim Jong-un. Il extrait de ce modèle ce qui est utile, le teintant de résistance panafricaine et l'ajustant à un pays qui, hier encore, calquait sa sécurité sur des recettes occidentales. Résultat. Les tentatives d'infiltration militaire se font rares, plusieurs foyers de sédition ont été neutralisés, avant même d'avoir levé la tête, et une armée autrefois divisée par des allégeances douteuses se rallie désormais autour d'une autorité claire, enracinée à Ouagadougou plutôt qu'à Paris ou Bruxelles. Et ce souffle de réorganisation bien que discret s'étend déjà au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel,
où des sessions confidentielles avec le Mali et le Niger ont été organisées pour partager cette méthodologie de reconquête sécuritaire. Une doctrine nouvelle est en train de se propager sous le radar. Il ne s'agit pas d'importer le modèle nord-coréen clé en main, mais d'en décortiquer les mécanismes d'autonomie stratégique pour les réinjecter dans la réalité sahélienne. Le but n'est pas de cloner Pyongyang, mais de façonner une Afrique que l'histoire a toujours tenté de contenir, indépendante, sécurisée et insaisissable aux ficelles des marionnettistes. Traoré n'est pas dupe, il sait que les menaces n'ont pas pris congé, qu'un putsch ne porte pas toujours de treillis et que les pires coups se jouent parfois sans bruit ni fumée. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est bâtir une architecture défensive proactive, un système qui détecte, prévient et neutralise les périls avant même qu'ils ne prennent forme. Et ce virage change la donne. Car avec Moscou et Pyongyang, désormais impliqués de manière visible dans la sécurisation des dirigeants du Sud global, un nouvel axe se dessine. Le jour où un État africain repousse des tentatives d'assassinat, démantèle des réseaux hostiles, met à la porte des militaires occidentaux et reprogramme ses services secrets en partenariat avec des nations elles-mêmes, en rupture avec l'ordre dominant. Ce n'est plus une simple réorganisation nationale. C'est l'émergence d'un pôle alternatif et au cœur de ce basculement se trouve le Burkina Faso. Les premières secousses de ce bouleversement se font déjà sentir jusque dans les fondations les plus ancrées de l'ordre ancien. Ce que Traoré orchestre avec la bénédiction silencieuse de Pyongyang et sous la vigilance des commandos russes dépasse de loin la simple protection d'un chef d'État menacé, c'est l'ébauche d'un nouveau prototype d'alliance africaine affranchie des tutelles occidentales, allergique aux injonctions moralisatrices et bien décidé à en finir avec les logiques de dépendance chronique. Pour de nombreux pays du continent fatigués d'être traités comme des élèves indisciplinés, ce modèle offre plus qu'un espoir, une voie concrète vers la souveraineté sécuritaire. Et c'est là que le terrain devient véritablement géopolitique. Car lorsque la Russie et la Corée du Nord cessent de jouer les figurants diplomatiques pour s'impliquer militairement par l'envoi d'unités d'élite, de systèmes de communication chiffrés et de doctrines de combat éprouvées, on ne parle plus d'intention, mais de réalignement. Ce nouvel axe n'est pas théorique, il est déjà en mouvement. Ce qu'on voit émerger ici n'a rien d'une croisade idéologique, c'est une mécanique de rupture suivie d'un remplacement méthodique. Le Burkina Faso, comme d'autres, ne se contente plus de dire non aux ingérences de l'Occident, il les démonte pièce par pièce pour les échanger contre des dispositifs venus d'ailleurs dans le renseignement, la stratégie militaire, les codes diplomatiques et même les flux commerciaux. Fini l'époque des leçons de morale enrobées d'aides conditionnelles. Ce qui prime désormais, c'est l'intérêt partagé. Moscou y trouve une porte d'entrée tactique, un allié solide sur la scène diplomatique et des échanges commerciaux sécurisés sous forme d'or. Pyongyang, de son côté, implante ses doctrines sur le terrain, redore son blason auprès des nations non alignées et s'offre une rampe de lancement discrète pour son expansion africaine. Quant aux pays partenaires, comme le Burkina Faso, ils découvrent enfin ce que l'Occident n'a jamais réellement su offrir, une aide directe sans mise en scène ni arrière-pensée. Ce vent de changement n'est plus un phénomène isolé à Ouagadougou. Il souffle déjà à Bamako et à Niamey, et emporte dans son sillage une toute nouvelle manière de penser la sécurité et la souveraineté. Au Mali, on combine l'appui opérationnel des forces russes avec des technologies de cybercontrôle directement inspirées du savoir-faire discret de Pyongyang. Au Niger, on s'essaie au troc à l'ancienne arme contre minerais stratégiques, le tout loin des radars de la finance occidentale. Mais attention, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une orchestration.
L'alliance des États du Sahel n'est plus ce regroupement défensif qu'on sous-estimait. Elle devient la matrice d'un basculement géopolitique. Et l'écho de ce virage atteint déjà les couloirs du pouvoir en Guinée, au Tchad, au Soudan, et même dans des pays en pleine transition incertaine. Une nouvelle question commence à circuler doucement, mais sûrement comme une évidence qu'on n'osait pas formuler. Et si la CEDEAO n'était plus indispensable? Et si le FMI n'était plus incontournable? Et si, au lieu de subir, on décidait ensemble de notre propre sécurité,